Merci, oui, je serai assez court. Juste quelques... Bon, il y en aura d'autres ensuite, mais là, pour ce que j'ai entendu, c'est vrai que Mme Balitou n'a pas tort quand on entend un certain nombre de propos des émanations du gouvernement, du porte-parole ou autre. On a... Je crois que c'était Mao qui disait que les peuples méritaient leurs dirigeants. Il faut croire qu'aujourd'hui, les élus méritent effectivement leur président de la République. Les leçons de gestion tout à l'heure que vous évoquiez, Madame la Présidente, les leçons de gestion, vous ne voulez pas les prendre chez le préfet, on vous comprend. Là aussi, sur un certain nombre de politiques, je crois que nous revenons en arrière, notamment relativement à l'esprit de la décentralisation, puisqu'aujourd'hui, il y a une mise sous tutelle qui ne dit pas son nom, puisque les collectivités vont être contraintes par les actions qu'elles vont vouloir faire pour pouvoir toucher un petit peu d'argent. Donc effectivement, il va y avoir une perte une restriction. Les restrictions financières vont amener à ce que l'inverse de ce qui est écrit dans la Constitution, c'est-à-dire à une perte d'autonomie politique de certaines assemblées, que ce soit les communes ou autres. Et puis là encore, j'entends bien, puisque je l'ai dit souvent ici, ou ailleurs d'ailleurs, que les métropoles et quelques fantaisies d'un certain nombre d'élus, je crois me souvenir du maire de Beauvais, Madame le maire de Beauvais, et monsieur l'ancien sénateur maire de Compiègne, évoquer un certain nombre de possibilités de métropole entre ces deux villes qui, comme chacun sait, sont juste l'une à côté de l'autre, n'est-ce pas? Donc tout cela, eh bien écoutez, malheureusement, et bien sûr, je suis tout à fait conscient et d'accord avec Mme Balitou sur... Bien sûr, ben, on n'y peut rien. Non, mais quand vous répétez ce que je dis, je ne vais pas vous dire que vous avez tort. Ah bon? J'ai cru entendre quand même qu'on parlait de communes, de départements. C'est exactement ce que l'on dit. Alors, je suis déçu que vous n'ayez pas lu tout ça. Eh bien, vous en portez, bien sûr, toutes et tous ici, je y reviens, la grande part de responsabilité de ce qui, aujourd'hui, va nous être imposé, aujourd'hui et demain, par M. Macron, puisque vous ne pouvez pas contester que vous avez tous voté pour lui au minimum. En tout cas, il n'y en a que 4 aujourd'hui qui ne l'ont certainement pas fait. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de choses que nous allons devoir subir parce que vous avez fait des choix dernièrement, même lors des élections législatives. Alors maintenant, il va falloir boire le calice jusqu'à la lie. Madame la Présidente, même si la dette est encore très élevée, c'est vrai dans la moyenne de 2011 à 2014 sous l'ère socialo-marxiste, avec 487,9 millions d'euros au 31 décembre 2017, celle-ci diminue de 19 millions par rapport à 2015, ce sont vos chiffres. Vous indiquez par contre dans un passage au début de votre rapport que, ouvrez les guillemets, en dépit de la baisse des dotations de l'État ininterrompue entre 2014 et 2017, ce qui est vrai, les finances des collectivités se portent globalement mieux. Ça ne doit pas être la même personne qui a rédigé la suite de l'intervention. Vous écrivez même que compte tenu du projet, dans ce que l'on a lu, compte tenu du projet de budget présenté par le gouvernement, les dotations perçues par le conseil départemental devraient rester stables. Alors, de quoi se plaint-on? 2018. Vous concluez par confirmer que les difficultés structurelles rencontrées par les conseils départementaux restent présentes, tout en précisant que la problématique du financement des allocations individuelles de solidarité n'est toujours pas résolue et la prise en charge financière des mineurs étrangers isolés obère les budgets des conseils départementaux. Ah, là nous sommes tout à fait d'accord, bien sûr, avec vous, puisqu'il serait d'ailleurs intéressant, on le verra dans le budget, mais là vous pourriez peut-être un peu avant nous donner des indications sur ce qui va arriver s'agissant de ces mineurs étrangers isolés pour 2018, puisque il n'y a pas fort à parier que ça ne baissera pas, mais que ça augmentera encore. Là, je crois me souvenir que votre prédécesseur avait indiqué avoir rencontré à l'occasion du déplacement
M. Macron à Amiens et lors d'un déjeuner, je crois que les présidents du Conseil général du Conseil régional avaient pris avec lui, que le sujet avait été évoqué. Y a-t-il des nouvelles de ce côté? S'agissant du projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2018-2022, on y vient à ce que je disais tout à l'heure, annonciatrice de contraintes supplémentaires pour les collectivités locales, celui-ci aura probablement des impacts sur les finances de notre département. Là encore, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir s'avancer ce qui nous attend. Face à l'austérité et à la raréfaction de l'argent public, ordonnée par l'Union européenne et appliquée par nos gouvernements, vous souhaitez donc, c'est écrit, vous tournez encore un peu plus le département vers l'ogre bruxellois par le biais d'une dépendance incontestable aujourd'hui au Fonds social européen et ses 6,1 millions d'euros de subventions. Cet attachement à l'Europe de Bruxelles se démontre notamment par votre désir, comme vous l'écrivez, de travailler au développement d'une stratégie européenne pour le département de l'Oise afin de rapprocher l'Europe des préoccupations de notre territoire. Là aussi, nous aurions préféré que ce soit l'État-nation qui se rapproche des préoccupations des départements et des communes, et non pas ce qui est écrit. Telle une victime du syndrome de Stockholm, grâce à la volonté du pouvoir national, vous êtes, enfin vous, quand je dis vous, la présidente, c'est votre majorité, vous vous êtes amouraché pour des raisons que j'espère uniquement financières à l'Union européenne. Cette situation malsaine a pour conséquence de vous permettre de développer certaines politiques dont l'utilité peut être évidemment discutée, mais qui seront aussi, bien sûr, la contrepartie que vous devrez verser, si je puis dire, à l'austérité imposée aux Français. S'agissant des politiques départementales, nous nous félicitons évidemment du maintien des crédits accordés à l'aide aux communes à hauteur de 44 millions d'euros, comme pour cette année, et nous espérons une répartition harmonieuse et toujours objective sur l'ensemble de nos différents territoires. Le service Oise de vidéoprotection, avec le raccordement au centre de supervision, répond évidemment à nos attentes, à nos demandes en tout cas, et notamment aux propositions faites aux électeurs lors des différentes campagnes électorales, tout comme le développement de la vidéoprotection dans les collèges de nos départements. C'est indéniable, des propositions du FN qui, ma foi, lorsqu'elles sont bonnes, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas reprises. Et c'est pour ça que nous soutenons cela, puisqu'évidemment, ça va dans le bon sens. Tout n'est pas suffisant, mais ça va dans le bon sens et nous avons toujours soutenu ce qui était proposé dans ce domaine. Au moment où l'Union des policiers nationaux indépendants a organisé, d'ailleurs, il y a peu de temps, un concours photo dénonçant leurs conditions déplorables de travail, la modernisation des casernes, vous parlez précédemment aussi des pompiers, c'est vrai, mais des gendarmeries est en effet une nécessité pour que nos forces de l'ordre puissent travailler dans de bonnes conditions. Je propose d'ailleurs, je crois que quelqu'un a été nommé pour les audits, qu'un audit de l'État, un audit général de l'État des locaux de gendarmerie du département soit effectué en 2018. Il vaut mieux prévenir que guérir. La santé des Oisiens ne doit plus être oubliée dans nos politiques, notre région étant un désert médical, et le département de l'Oise en sait quelque chose. Il est impératif de développer des politiques d'incitation à l'installation de médecins, c'est vrai, les faire évoluer et de bien les choisir. Ce qui avait été fait à l'époque au Conseil régional de Picardie n'avait que moyennement porté ses fruits. Les zones rurales, bien sûr, il faut développer ces politiques d'incitation à l'installation. Les 4 millions d'euros que vous projetez d'affecter en 2018 au projet porté par le plan Oise Santé nous semblent être peu, comparativement aux attentes des professionnels de santé, mais aussi et surtout des patients, bien entendu. D'ailleurs, ces 4 millions, la prochaine fois que vous parlerez, monsieur le sénateur, conseiller départemental, j'en ferai autant, je continuerai à parler en aparté, il n'y a pas de souci. Ces 4 millions sont bien moins que ce que vont nous coûter les mineurs étrangers isolés. Il serait intéressant d'ailleurs de savoir combien tout cela va coûter pour 2018. C'est vrai que ce serait bienvenu au titre de la santé de nos concitoyens.
Ceci d'autant que vous indiquez que se dessine une baisse de 19,5% du nombre de médecins généralistes, et je pense que c'est la moyenne basse, d'ici 2025, et qu'à ce jour, 200 000 Oisiens vivent déjà dans un désert médical. Vous comprendrez donc notre impatience et nos doutes quant à ce plan, si peu pourvu financièrement, face à l'important chantier qui se dresse face à nous. Je demande une proposition, vous voyez, nous sommes constructifs, on en fait plusieurs, et bien que dans ce plan soit peut-être, comment dirais-je, inclus une possibilité aux conseillers généraux des territoires concernés, c'est-à-dire tout l'Oise, l'ensemble du département, qu'ils soient d'opposition ou de la majorité, pour peut-être participer à l'élaboration de ce qui devrait servir à la santé de nos concitoyens. Simplement, puisque j'étais à vos assises de la ruralité il n'y a pas très longtemps, on devrait tenir compte aussi de ce qu'Alain Letellier a dit lors de son intervention. Je pense que son intervention était pleine de bon sens. S'agissant du tourisme, rapidement, vous évoquez l'aéroport de Beauvais, sujet glissant. Question. Les 4 millions de passagers qui ont transité par Beauvais ont économiquement ramené combien à l'économie locale? Et dans le même temps, combien cet aéroport a coûté aux contribuables? D'ailleurs, ça tombe mal, je crois que cette nuit, je ne dormais pas beaucoup, je crois que les Échos consacrent un article, malheureusement, au classement, et je crois que l'aéroport de Beauvais, en annexe de ce que je viens de dire, est classé 9e plus mauvais aéroport, je crois, du monde. Voilà, donc là encore, on parle justement de sauvegarder des emplois à travers, localement, d'un côté, et là aussi c'est une réflexion qui devrait peut-être être faite. On subventionne avec l'argent public la concurrence directe à la compagnie nationale qui s'appelle Air France, qui vit aussi de l'argent public. De temps à autre, on marche un peu sur la tête. On a vu d'ailleurs ce que Ryanair a fait ces derniers temps et se propose de faire avec une suppression colossale du nombre de vols. Voilà, donc là encore, il y a peut-être des choses à regarder. Toujours au sujet du tourisme, je constate effectivement que le Marais de Sacy a encore de beaux jours devant lui en tant que propriété du département. Vous allez plus loin, puisque j'ai lu l'ensemble de vos documents, bien sûr. Vente de l'immobilier appartenant au département. Vous auriez pu y ajouter le Marais dans ses ventes, ainsi que l'ensemble des bêtes sauvages qui y perdurent. On l'a vu donc tout à l'heure. Bon, même si cela c'est un petit sourire, mais c'est vrai que le Marais de Sacy, je continue à, bien qu'il y ait peut-être des chasseurs qui sont contents d'y aller faire un tour, mais je pense que ce Marais de Sacy pourrait avoir une autre destination que d'être la propriété du département. Attractivité du territoire, agriculture, semble-t-il, rien de neuf en gros dans vos documents. S'agissant des logements, vous annoncez la mise en place d'une nouvelle politique pour le logement visant à faciliter l'accession sociale à la propriété dans le parc ancien en favorisant le rachat de logements locatifs sociaux et aura pour conséquence de renforcer les finances des bailleurs sociaux. Alors que le projet de loi de finances fait trembler ces derniers avec la possible instauration d'une réduction de loyer de solidarité, votre proposition devra être très intéressante financièrement pour le locataire afin que cela puisse réellement fonctionner. Relativement à l'aide sociale et concernant le financement du RSA, là, pourtant il en avait été question dès le début du mandat, je n'ai pas trouvé un mot sur les possibilités de lutte contre la fraude, alors que notre département fait partie de ceux qui sont les plus impactés par cette allocation. Et à l'époque, votre prédécesseur avait, si ma mémoire est exacte, parlé, il avait d'ailleurs été fortement critiqué par l'opposition de gauche, mais c'est vrai qu'il peut y avoir tout de même quelques contrôles sans que pour cela soit pris pour des mesures fascisantes. S'agissant du canal Seine-Nord, dont l'estimation s'élève à 4,5 milliards d'euros, dont 500 millions de provisions pour risque et 100 millions pour l'Oise. Les conditions de son financement, vous l'écrivez d'ailleurs, restent encore floues.
Évidemment, nous ne pouvons que nous associer au désir de voir ce projet se réaliser, mais nous veillerons à ce qu'aucun dérapage, d'ailleurs, comme vous l'avez peut-être, je crois, écrit un peu plus loin, de son coup n'ait lieu, et regrettons que ce projet d'intérêt national ne soit transformé en un projet d'intérêt régional. Je pense d'ailleurs que le président actuel de la République a été un petit malin en ne refusant pas, bien entendu, la proposition de votre collègue de la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai qu'il s'est débarrassé d'une punaise dans la chaussure, et aujourd'hui, bien entendu, puisque si le projet est d'intérêt régional, eh bien, l'entretien, les problèmes, les dérapages financiers et compagnie, ça sera bien entendu les gens de la région qui les paieront et pas l'État. Cela démontre encore une fois la démission de l'État, même en matière d'investissement important, puisque cela, depuis Sarkozy, non seulement est une Arlésienne, mais a été présenté comme un projet mirifique en matière d'emploi, de développement économique et tout. Eh bien, là encore, on peut effectivement constater que cette démission de l'État, eh bien, permet l'avancée d'une Europe des régions, puisque là, évidemment, la région va devoir traiter directement, au détriment d'une Europe des nations. Ce canal et surtout son financement encore incertain contrastent sévèrement avec un autre projet important pour notre département, à savoir le barreau Picardie-Creil-Oisy, qui n'est que de 12 millions d'euros, mais à la différence, les 12 millions d'euros, là, tout est budgété depuis un certain nombre d'années, et ça me paraît tout de même hallucinant, surréaliste, que ce qui a été voté au Conseil régional de Picardie il y a déjà un certain nombre d'années, eh bien, soit une fois de plus remis en cause par ce gouvernement, une fois de plus un peu étrange dans ses jugements et totalement inconstant. Tout à l'heure, on parlait de continuité républicaine. Je crois que notre collègue Villemain, oui, c'est lui qui a évoqué ça ce matin avec un certain nombre de choses. Nous ne sommes plus aujourd'hui avec ce président de la République et ce gouvernement dans la continuité républicaine, puisque ce qui a été voté précédemment, budgété par des assemblées, est totalement remis en cause aujourd'hui. Ce projet de barreau Creil-Roissy est évidemment pour notamment les habitants de l'Oise un projet tout aussi important et qui aurait pu se réaliser certainement plus rapidement que le fichu canal, est un projet extrêmement important pour que les habitants de notre région et de notre département puissent se connecter plus facilement sur le réseau TGV. Je suis convaincu, à la lecture de déclarations de la ministre concernée, je crois il y a une quinzaine de jours, dans un article du Figaro, eh bien, que cela est en phase de préparation d'enterrement, ce projet. Donc là encore, je pense qu'il faudra agir particulièrement et vite et fort, et vous aurez, de manière à ce que ce projet ne finisse pas dans le grenier ou dans la cave de Matignon ou de l'Élysée, vous aurez le soutien total des élus du groupe Front National sur ce sujet. Par ailleurs, vous parliez des associations. Vous annoncez que, oui, bien sûr, le tissu associatif de notre département a une importance évidente pour les Oisiens. C'est pourquoi nous espérons que la légère augmentation annoncée de l'enveloppe budgétaire de 2018 destinée aux associations ne relèvera pas que de la symbolique. Quelques petites questions avant de conclure sur différents points de détail qui m'ont interpellé. Page 8, au départ, non, pardon, excusez-moi, je vous le dirai tout à l'heure, sur le dossier 1002, mais comme tout ça est un peu connexe. Alors, page 34 sur 66, le tableau de financement, justement, du canal Seine-Nord date de 2016. Nous sommes bientôt en 2018, et comme les choses évoluent très vite à ce sujet, il aurait peut-être été bon de nous mettre un tableau de financement qui relève au moins de l'année 2017. Parce que là, depuis 2016, il y a certaines choses qui ont dû largement augmenter. Il serait par ailleurs intéressant, parce qu'on parle de ce qui devrait être dépensé pour ce canal Seine-Nord, s'il est construit, s'il est lancé, il serait aussi intéressant de voir ce qu'on a déjà dépensé. Il serait intéressant de recenser et de compiler les études et autres dépenses faites par les différentes collectivités. Tout le monde s'y est mis. Les communes, les collectivités diverses et variées, depuis 15 ans, ont évidemment tous eu
leur étude sur les conséquences, sur le projet de ce fameux canal. Bien entendu, ce n'est pas les bureaux d'études qui vont s'en plaindre. Je n'irai pas plus loin. Là encore, par ailleurs, d'ailleurs, à ce sujet, auriez-vous, Madame la Présidente, la possibilité de nous faire visiter, ou est-ce qu'on pourrait avoir, par votre intermédiaire, le président du conseil départemental, la possibilité de visiter la plateforme existante actuellement, celle de Longueuil-Sainte-Marie, pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, donc c'est une demande tout à fait constructive aussi. Page 43, 46, je l'ai dit tout à l'heure, le kit de commémoration, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne veux pas revenir sur cela, je l'ai dit tout à l'heure. Page 54 sur 66, au chapitre renouvellement des générations. Que voulez-vous dire, ou le rédacteur, que veut-il dire, prise en compte des caractéristiques culturelles pour les futures pratiques de recrutement? Alors c'est certain, de toute façon, quand les gens partent à la retraite, il y a en général un renouvellement des générations, puisqu'on ne réembauche pas un retraité pour remplacer un retraité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la prise en compte des caractéristiques culturelles pour les pratiques de recrutement? Page 54-66, vous allez pouvoir la retrouver rapidement. Je crains d'avoir compris ce que cela signifie, mais vous avez pu écrire ça en de si jolis mots, n'est-ce pas, que tout cela est un peu discret. S'agit-il de caractéristiques culturelles seulement? Suivez mon regard, mais je pense que j'aurai la réponse. En conclusion de la lecture, oui, est-ce que les recrutements seront faits sur d'autres critères que ceux qui permettent d'être recrutés, c'est-à-dire l'efficacité, les compétences, voilà, caractéristiques culturelles. Est-ce que, par exemple, les gens qui aiment le hard rock n'auront pas le droit d'être recrutés? Voilà, c'est ça, oui, bien sûr, les caractères culturels. Monsieur Bacher, n'enfoncez pas, vous vous enfoncez complètement là. En conclusion de la lecture de vos orientations budgétaires pour 2018, pas grand-chose de neuf, quelques annonces déjà largement diffusées, et pour le reste, il s'agit de la continuité de vos politiques. Nous attendrons que le budget, puisque de toute façon on ne votera pas, pour voir si tout ceci se confirme ou si dans un élan d'innovation supplémentaire, vous aurez peut-être quelques nouveautés à nous proposer. Voilà. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Guignot.